Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir pour la troisième fois Jocelyn Morisson. Il est journaliste scientifique et auteur de nombreux ouvrages. Et à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Expérience hors du corps aux éditions De Vinci, je l'ai convié afin de vous faire comprendre ces phénomènes étranges et peu ordinaires, mais pourtant bien réels. Alors, bienvenue, Jocelyn. Merci de te prêter au jeu pour la troisième fois. Bonjour Alex, ouais, merci pour ton invitation, avec plaisir. Donc, on va parler évidemment des expériences hors du corps. Et est-ce que tu peux déjà, dans un premier temps, pour se mettre bien dans le contexte, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est une sortie hors du corps? Alors écoute, il y a plusieurs phénomènes qui sont recouverts en fait par cette appellation. On parle de sortie du corps dans l'environnement physique, dans l'environnement réel. Donc ça va être l'appellation sortie du corps, expérience hors du corps. Et puis, on a des phénomènes connexes selon l'intensité, le degré de l'expérience et le contenu de l'expérience. On parle de voyage astral quand la personne carrément s'évade de la réalité ordinaire pour aller visiter d'autres réalités ou d'autres dimensions de la réalité, on peut dire. Donc ça, c'est le voyage astral, hein. La personne peut passer de l'un à l'autre aussi. Elle peut sortir de son corps dans sa chambre et puis finalement partir dans les étoiles, rencontrer des entités, des êtres qui viennent d'ailleurs, etc. Donc on est dans une forme de fantasmagorie qui est proche du rêve. Et puis on a des phénomènes apparentés comme le rêve lucide, où pour certains, finalement, le voyage astral ne serait qu'un rêve lucide. Pour d'autres, c'est une forme de rêve donc dans lequel on est conscient et puis on est capable de diriger le contenu du rêve. Donc là aussi, il y a des rencontres en fait qui s'opèrent. On a des phénomènes encore proches comme la paralysie du sommeil, où là, on est paralysé sur son lit, incapable de bouger, mais on a aussi la sensation d'une présence ou bien carrément la perception d'une présence. Et ça peut aussi déboucher sur une véritable sortie de corps ou ensuite sur un voyage astral. Donc tu vois, tous ces phénomènes sont un peu interconnectés, interreliés, et on peut passer de l'un à l'autre. Les gens vivent des expériences parfois qui relèvent d'une catégorie ou de l'autre, et puis l'expérience peut changer, peut évoluer, et on a aussi bien sûr beaucoup de témoignages là de sorties de corps typiquement dans l'environnement physique matériel, dans le cadre des expériences de mort imminente, puisque, comme tu sais, il y a plein de gens qui disent qu'ils voyaient ce qui se passait dans le bloc opératoire quand ils étaient opérés, ou bien ce qui se passait autour de la scène où ils ont eu un accident de voiture, ou ce genre de choses, si tu veux. Donc là, ces gens-là se trouvent dans la réalité physique, on peut dire. Alors, par rapport à ces phénomènes quelque peu étranges, hein, dont on n'a pas forcément l'habitude C'est d'en étrange, entendre parler c'est tous les jours, ouais, c'est étrange. enfin rare, on va dire. C'est pas Ouais. étrange, c'est rare. Est-ce qu'il y a des études scientifiques qui permettent de rationaliser ça? Est-ce qu'on a étudié des personnes euh, en leur faisant subir peut-être un scanner cérébral, en leur mettant un électroencéphalogramme, pour voir ce qu'il se passe dans le cerveau à ce moment-là? Alors, pas vraiment en termes d'imagerie cérébrale ou d'électroencéphalographie, etc. Ce qu'il y a eu comme expérience, et il y en a eu déjà dans les années 60, en fait, c'est des expériences où on a essayé de demander à des gens d'aller voir à l'extérieur donc de la pièce où ils se trouvaient, ou bien dans la pièce, mais d'un point de vue qu'ils ne pouvaient pas avoir avec leurs yeux physiques, disons. On leur a demandé d'aller voir des cibles, ce qu'on va appeler des cibles, par exemple, une suite de chiffres. Dans les premières expériences dans les années 60 avec Charles Tarts aux États-Unis, il avait disposé une série de chiffres sur une étagère au-dessus de la tête d'une personne, donc qui était un sujet doué pour ces phénomènes-là, puisqu'elle le vivait naturellement depuis l'enfance, et elle était allongée sur le lit, et donc elle ne pouvait pas voir ce qu'il y avait sur l'étagère, et elle a été capable dans certaines circonstances, donc à la suite de plusieurs essais, mais en tout cas, elle a été capable de rapporter l'information, c'est-à-dire de voir la suite de chiffres, effectivement, qui étaient indiqués, mais on va en reparler parce que les chiffres ne sont pas forcément une bonne cible, justement, parce que dans les sorties de corps, les témoins nous disent qu'ils ont du mal, justement, à lire les symboles type lettres, chiffres, etc., que ça n'a pas vraiment de sens pour eux, donc c'est pas forcément la bonne cible. Et puis, donc là, en faisant un saut carrément dans le temps. Les expériences les plus récentes, elles ont été faites à Genève, à l'Institut suisse des sciences noétiques.
avec donc Sylvie Lettiola, Claude-Charles Fourier, qui sont deux chercheurs sur ce sujet depuis longtemps. Et ils avaient un sujet doué pour ce phénomène-là, qui s'appelle Nicolas Fraisse, qui est bien connu, parce qu'il y a eu plusieurs livres, articles Et- qui parlent de lui. Et lui, donc, on lui demandait de sortir de son corps donc, et d'aller dans la pièce d'à côté pour aller voir ce qu'il y avait sur un écran d'ordinateur qui faisait défiler à intervalles réguliers des images, pour le coup, là, tu vois, qui étaient choisies dans une banque de données et qui était donc sélectionné, mais aléatoirement un système un système aléatoire quantique, tu sais, bon, un générateur de nombres aléatoires, voilà, qui permet d'avoir une diffusion d'images aléatoires. Et donc là, le sujet, Nicolas, devait sortir de son corps d'abord, de la pièce ensuite, pour aller de l'autre côté et ramener l'information qui correspondait à l'image. Et ensuite, on lui demandait de choisir l'image qu'il avait perçue parmi plusieurs choix possibles. Et il a été capable à plusieurs reprises, de décrire correctement l'image. Donc voilà le genre d'expériences qui ont été faites. Alors c'est dommage parce que justement dans le cadre de cette recherche-là, il y avait aussi une partie justement imagerie cérébrale, électroencéphalographie. Il y avait eu des tests de fait qui étaient intéressants, des tests préliminaires qui montraient qu'il y avait une activité cérébrale. Effectivement, Nicolas avait été capable de montrer ça. Il y avait une activité cérébrale spécifique qui ne correspondait pas aux états ordinaires de conscience normale, ni aux états de veille, ni aux états de méditation ou de transe ou je ne sais quoi. C'était une activité spécifique. Et malheureusement, ces données-là, elles ont été perdues. On n'a pas pu les inclure dans l'article finalement qu'ils ont écrit là-dessus et ni dans le livre qui en parle parce que, enfin, en tout cas, il y avait un projet d'article scientifique qui du coup n'a pas pu se faire parce qu'il manquait ces données-là. Mais il y avait des observations préliminaires qui avaient été faites avec l'université de Genève, si ma mémoire est bonne, ou le CHU même. Et c'est à se demander, si tu veux, s'il n'y avait pas eu une espèce de mauvaise intention de la part de chercheurs qui voulaient bien collaborer avec eux, parce que ça amenait quand même une remise de questions énorme, si tu veux. Ces phénomènes-là, ils remettent complètement en question la vision qu'on a de la matière, de la conscience, de la réalité ordinaire, quoi. Et peut-être que ces données ont été égarées, pas tout à fait par hasard non plus, en tout cas. Bon, voilà. Mais du coup, il n'y a pas vraiment d'imagerie cérébrale. Alors si je cite quand même peut-être une étude dans le livre, qui a été faite, je crois, au Canada, où ils ont vu qu'il y avait une activité. Alors, encore une fois, on voit des zones s'illuminer, tu vois, on voit qu'il y a une activité dans certaines zones du cerveau, où il y a un certain tracé, certains types d'ondes cérébrales bien spécifiques, et qui peuvent être corrélées à l'expérience. Si, ouais, effectivement, ça a été fait au Canada. Alors, est-ce que c'était significatif? Je crois que là, pour le coup, ça montrait que c'était quand même assez proche de l'état de transe ou de méditation profonde. Donc, en même temps, c'est pas étonnant parce qu'on sait que quand on est en état de transe chez les chamans, par exemple, ou en méditation profonde chez des bouddhistes ou ce genre de gens, il y a des expériences hors du corps qui surviennent aussi dans le cadre de ces pratiques-là. Donc, c'est pas surprenant que ça soit finalement corrélé. Donc, effectivement, la méditation zen, la méditation bouddhiste tibétaine, etc., montre des tracés qui pourrait se rapprocher de ce qui a été observé chez un sujet qui faisait des sorties de corps et qui a pu être, voilà, dont on a pu observer l'activité cérébrale à ce moment. Parce que c'est dommage que cette personne-là, chez qui on a fait ces mesures-là, par contre, on lui a pas demandé d'aller voir une cible, tu vois, en même temps, on lui a pas demandé de valider finalement ce que tout le monde veut savoir. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est une hallucination? Est-ce que c'est authentique ou est-ce que c'est simplement une production du cerveau? Donc voilà, soit on fait des expériences pour valider la sortie, soit on fait des expériences pour regarder ce qui se passe dans le cerveau. Mais le Graal, effectivement, c'est d'avoir les deux, c'est sûr. Effectivement. Pour rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les symboles, où ils n'ont pas la même perception, c'était une autre question que j'avais à te poser. C'est lors de cette décorporation, d'accord, ces personnes qui ont vécu ces expériences, est-ce qu'ils ont les mêmes sens? Est-ce qu'ils gardent les mêmes sens? L'ouïe, la vue, est-ce qu'ils entendent? Est-ce qu'ils comprennent? Ou ils se retrouvent dans une autre dimension où on n'a plus ces perceptions d'humain? Alors, c'est complexe, effectivement, c'est une vraie bonne question parce que la vue et l'ouïe, oui, effectivement, et après, il n'y a pas de sensation de toucher ou de goût ou d'odorat, mais par contre, la vue et l'ouïe, effectivement, sont maintenus, ils sont capables de voir ce qui se passe et d'entendre des sons, mais tu as des témoins qui vont te dire qu'ils ne sont pas dans la réalité matérielle ordinaire, mais qu'ils sont dans une sorte de réplique
de la réalité, comme une espèce de reconstitution de la réalité. Alors, tu as beaucoup de témoins, par exemple, qui vont te dire qu'ils sont sortis de leur corps dans leur chambre, mais que la fenêtre n'était pas au bon endroit. Tu vois, qu'il y a des incongruités dans la reconstitution, dans la perception des lieux, si tu veux. Et ça, c'est assez fréquent. Ou alors, ils sont en plein été et puis ils regardent par la fenêtre et dehors, il neige. Donc, il y a c'est comme si des choses étaient projetées par l'inconscient et que finalement, ils n'étaient pas dans la réalité matérielle ordinaire, mais dans une forme de reconstitution. Alors après, il y a un autre aspect, c'est que quand les gens sortent de leur corps, et ça, Nicolas Fraisse, en l'occurrence, il l'a bien raconté dans ses interviews, hein, c'est qu'il n'est pas complètement lui-même, en fait. Il n'est pas complètement lui-même, c'est-à-dire que notamment, il perdait l'idée même de devoir percevoir une cible. Tu vois, dans beaucoup d'expériences qu'il a fait, sur une trentaine d'essais, je ne sais plus combien, il y avait beaucoup de cas où finalement il oubliait qu'il devait aller voir dans l'autre pièce la cible. Et il se laissait finalement embarquer par autre chose parce qu'il y avait un scooter qui passait dans la rue, par exemple, et puis que ça attirait son attention et que du coup il se mettait à suivre le scooter. Et du coup, il partait dans la rue au lieu d'aller dans la pièce où il y avait la cible. Donc on n'est pas tout à fait soi-même, manifestement, quand on est dans cet état-là. Donc on est dans un état peut-être qui est encore une fois entre le rêve et la veille, l'état de veille ordinaire. Et donc, bon, on conserve les sens effectivement de la vue et de l'ouïe, mais par contre, en termes de fonctionnement cognitif, si tu veux, on n'est pas complètement soi-même. Et notamment, ça, beaucoup de témoins disent qu'effectivement, ils ont des difficultés à lire quand il y a un texte à lire, ou même chose quand il y a des chiffres effectivement à percevoir, c'est la même problématique. Ces signes-là n'ont pas vraiment de sens pour eux. Et bon, ça peut se comprendre parce que ce qui fonctionne à ce moment-là, c'est pas le mental ordinaire, quoi. On est au-delà du mental. C'est une espèce d'autres personnalités qui s'activent. C'est quelque chose qui est en amont en fait de notre personnalité ordinaire. Et puis, du coup, ça ne fonctionne pas de la même façon. On n'a pas le même type de raisonnement analytique et on n'est pas capable de comprendre des symboles comme les chiffres ou les lettres. Donc, un bon protocole doit tenir compte de ça. Et notamment ne pas proposer des cibles sous forme de chiffres ou de lettres. Je pense que ça, c'est acquis aujourd'hui, en tout cas. Est-ce que tu pourrais expliquer la différence pour nos auditrices et auditeurs, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui doit se poser la question. Moi, je connais les nuances, mais la différence entre voyage astral, dédoublement, rêve lucide, parce que tu en parles également Mhm, dans mhm. ton ouvrage, dans ton livre, et paralysie du sommeil. Voilà, toutes les nuances autour de ça qui Alors, amènent à ces sensations. ouais, donc moi j'ai consacré un chapitre entier au rêve lucide, un autre à la paralysie du sommeil, un autre au voyage astral, tu vois, parce qu'effectivement c'est des sujets à part entière, hein. Les gens qui font du voyage astral, en général, euh, ils prennent l'habitude de partir dans d'autres réalités, d'avoir des rencontres avec des entités qui peuvent être aussi bien des rêveurs, des gens qui sont en train de rêver mais qui ne le savent même pas, qui sont en train de rêver, donc ils sont inconscients, tu peux jouer avec eux mais tu peux pas vraiment interagir avec eux, donc ça serait ça serait en fait le même espace dans lequel se déroulent les rêves, hein, par conséquent. Et ces voyageurs de l'astral, ils sont aussi capables de rencontrer d'autres entités qui peuvent être des défunts, ou bien même des entités qui sont des extraterrestres, en tout cas des êtres extradimensionnels, des êtres qui vivent ailleurs, tu vois, dans une autre réalité, sur une autre planète, qui soit matérielle ou pas, enfin bref. Le voyage astral, c'est quelque chose qui t'emmène ailleurs, dans une autre réalité, mais ça s'appelle voyage astral parce que c'est lié à la notion de lumière, mais c'est aussi, on parle aussi de voyage astral parce qu'on part dans les astres, on part dans les galaxies lointaines, etc. Et donc, tu as des gens qui commencent par te dire qu'en fait, ils sont capables aussi de voir la Terre, et puis le système solaire, tu vois, les planètes du système solaire, le Soleil, et puis partir ailleurs, dans d'autres galaxies, d'aller beaucoup plus loin. Donc, le voyage astral, c'est ça. Pour moi, c'est quand même l'accès à une autre réalité que notre réalité matérielle. C'est comme des plans qui seraient parallèles à notre réalité, des mondes parallèles, ou ce genre on peut parler de ça comme ça, Mhm. univers parallèles aussi, univers multiples, tu vois. Ils te disent qu'ils voyagent dans d'autres réalités parce que de toute façon, il y a une infinité de réalités superposées, quoi. Donc ça, c'est le voyage astral. Quand on parle
de sortie de corps ordinaire, comme je le disais au départ, c'est plus là, se balader en ville, là où on connaît, aller chez un ami, se balader dans la réalité physique pour aller voir ce qui se passe chez le voisin ou ce genre de choses, hein. Ça, c'est un peu plus prosaïque, on peut dire, mais disons qu'on reste dans la réalité physique. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as souvent des bizarreries, quoi. Les gens se retrouvent dans des environnements qu'ils connaissent, et puis finalement, il y a des choses étranges qui se passent. Les choses sont pas au bon endroit. Et là aussi, ils peuvent rencontrer, parce que là, on dit qu'on est dans une dimension intermédiaire qui est la dimension éthérique. C'est la dimension juste après la dimension physique, la dimension éthérique, puis la dimension astrale. Ça, c'est la terminologie ésotérique, hein. Ça vient de la théosophie qui elle-même l'a pris à l'hindouisme, on peut dire. Et donc là, il y a aussi des rencontres avec des êtres qui sont dans cette dimension-là, qui sont invisibles dans la réalité matérielle, mais qui sont visibles dans cette dimension-là. Donc là aussi, tu peux faire des rencontres, mais tu restes dans un environnement qui est en tout cas proche du monde physique, on peut dire. Donc ça, c'est la sortie du corps. On va appeler ça expérience hors du corps. Quand on parle de paralysie du sommeil, là, c'est différent. La paralysie du sommeil, c'est plus un état euh, préalable à une sortie de corps ou à un voyage astral. C'est-à-dire que là, les gens, comme je te l'ai dit, ça c'est décrit depuis l'Antiquité, hein. Tu as des témoignages comme ça, tu as des témoignages comme ça y compris dans la Rome antique et tout ça. D'ailleurs, on parlait d'êtres qui étaient présents, qu'on appelait des succubes et des incubes, qui sont des espèces de démons avec lesquels il y avait des interactions, y compris des interactions sexuelles. D'ailleurs, c'était très connu. Il y a eu beaucoup de tableaux qui ont décrit ça, hein. Donc là, la personne est dans son corps et d'un seul coup, elle se réveille en fait de son sommeil, elle reprend conscience, mais elle est incapable de bouger. Donc, paralysie du sommeil, par définition, c'est ça, tu es incapable de bouger. Et par contre, tu vois et tu entends tout ce qui se passe autour de toi. Et ça, c'est associé à la notion d'une présence. Et souvent aussi à une notion d'étouffement. Pourquoi? Parce que justement, dans plein de cas, ces gens-là ont la sensation qu'ils ont une espèce d'entité, une bestiole en fait, qui est sur leur poitrine, qui les empêche de respirer. Donc, dans quelle mesure est-ce que c'est une forme d'hallucination, de projection, etc. C'est très difficile à dire, hein. En tout cas, il y a cette notion d'une présence d'un être qui est là et qui n'est pas bien intentionné, a priori, tu vois, qui a l'air plutôt agressif, plutôt méchant, en tout cas, qui fait peur. C'est une expérience qui est associée à une grande terreur en général, d'autant plus que comme tu es paralysé, tu as la sensation que ça va durer pour l'éternité, tu vois. Tu te demandes comment tu vas sortir de cet état-là. Donc, il y a un sentiment de grande panique qui est là. Donc, il y a une sensation de présence qui va simplement de la sensation où on sent qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose, à la vraie perception d'une entité qui ressemble à une espèce éventuellement d'extraterrestre ou de monstre, etc. Enfin, ça dépend, encore une fois, peut-être aussi de son imagination. Et la présence est là, sur le lit, au pied du lit, au bout du lit, ou bien carrément sur la poitrine du témoin, si tu veux. Donc là, c'est associé à une grande terreur. Donc, des gens qui sont capables de passer outre le stade de la terreur peuvent euh, induire à partir de là une sortie, une véritable expérience de sortie de corps ou un voyage astral. Mais c'est très difficile parce que voilà, la présence induit une forme de panique profonde et souvent les gens finissent par s'agiter tellement en tous sens qu'ils reprennent vraiment conscience et qu'ils sont à nouveau capables de bouger et donc ils se réveillent pour de bon cette fois-ci, tu vois, mais c'est une sorte d'état intermédiaire. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a des témoignages, encore une fois, très, très anciens de ce phénomène-là. Je pense que ce qui est perçu est quand même lié à la culture et à l'époque. Tu vois, c'est-à-dire qu'à une époque, on décrivait ça comme des démons, et puis plus tard, il y a des gens qui vont te parler d'extraterrestres, et d'autres qui vont te parler d'entités spirituelles ou je sais pas quoi. Donc c'est lié, je pense, au contexte culturel aussi, à ses attentes. Donc il y a une part, à mon avis, de projection quand même de l'inconscient dans cette expérience. Quant au rêve lucide, hein, alors ça, par contre, j'en ai vécu beaucoup quand j'étais enfant, comme beaucoup de gens, en fait. Il y a une personne sur deux, je crois, qui a vécu au moins un rêve lucide. Là, tu es dans un rêve et d'un seul coup, dans ton rêve ordinaire, d'un seul coup, tu réalises que tu es en train de rêver. Tu prends conscience que tu es en train de rêver et que du coup, tu as une espèce de liberté qui s'ouvre devant toi. Tu peux modifier ton environnement. Tu peux décider de faire telle ou telle chose. Alors moi, je volais en fait. Je volais au-dessus de la cour de mon école. Je me baladais comme ça. Je savais que je pouvais voler, donc je me laissais m'élever tout doucement comme ça. Il n'y avait plus de gravitation, donc je savais que je pouvais faire ça. Quand j'étais dans cet état-là, je savais que je pouvais me laisser porter comme ça et monter. Et puis après, bon, je me souviens plus tellement. J'en faisais beaucoup quand j'étais petit. Je sais que j'ai appris à nager
dans un rêve comme ça, j'étais en train d'apprendre à nager, donc la veille, je savais pas nager, j'arrivais pas à coordonner les mouvements, et la nuit, dans mon rêve, je me suis mis à coordonner parfaitement mes mouvements et le matin, j'ai dit à ma mère, ça y est, je sais nager, quoi. Donc on était près d'une rivière, je suis allé à la rivière et j'ai nagé comme dans mon rêve, si tu veux. Donc ça, c'est des expériences qui sont assez fréquentes. Mais certains vont te dire qu'à partir du rêve lucide aussi, tu peux induire une autre expérience qui va être une sortie du corps ou un voyage astral, encore une fois, à partir d'exercices notamment qui vont consister par exemple à regarder tes mains parce que les mains vont se dissoudre et là, tu vas prendre conscience que tu n'es pas dans la réalité ordinaire. Enfin, c'est des états pour lesquels il y a des passerelles, en fait. Tu peux passer d'un état à l'autre, tu vois. Et le rêve lucide, après, tu as des gens qui vivent que des rêves lucides en disant, de toute façon, le voyage astral ou la sortie de corps, ça n'existe pas. Ce sont des rêves lucides. Tout ça sont des rêves lucides, tu vois. Ce que disent aussi les rêveurs lucides, c'est qu'avec le temps, en fait, les rêves s'appauvrissent en contenu. Ça devient de moins en moins riche parce que finalement, tu as fait le tour des possibilités. Et puis, comme tu es lucide, tu es conscient, là, c'est ta conscience qui travaille. Donc, ta conscience a beaucoup moins finalement de richesse, de contenu, entre guillemets, que ton inconscient. Donc, autant tes rêves ordinaires vont être très, très riches parce que c'est ton inconscient qui travaille et qui fait sortir plein de choses extraordinaires, autant ta conscience, elle va être moins riche en contenu et du coup, tu vas avoir tendance à avoir des rêves lucides qui, au fil du temps, s'appauvrissent en contenu. Ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans les témoignages, c'est assez intéressant à observer. Donc voilà un peu les grandes catégories de phénomènes. Alors on peut aussi parler des expériences sous psychédéliques, effectivement, où là, quand tu prends des substances psychédéliques, donc il y en a plein, psilocybine, le LSD, etc. Alors tout ça, c'est interdit évidemment. L'ayahuasca, qui est une préparation chamanique, là, ça c'est une vraie médecine hein, chamanique. Bon, avec ces produits-là, tu as aussi des sensations de sortie de corps, kétamine aussi notamment. Alors tu as parmi les psychédéliques des choses qui sont utilisés dans un cadre chamanique traditionnel, et puis d'autres qui sont des produits plus modernes, occidentaux, le LSD, la kétamine notamment, si tu veux. Mais tu as une parenté entre toutes ces molécules qui fait qu'il y a quelque chose qui déclenche effectivement les mêmes types de phénomènes avec des degrés différents, et tu peux vivre aussi des sensations en tout cas, de décorporation et puis éventuellement des voyages, notamment avec la DMT, donc qu'on trouve dans l'ayahuasca et dans d'autres préparations chamaniques. Mais là, c'est quelque chose qui doit se faire dans un cadre ritualisé, sacré, si tu veux. C'est pas quelque chose qui doit se faire dans un cadre ludique, quoi. Donc aujourd'hui, soit tu fais ça avec des vrais chamans, dans un cadre initiatique, ritualisé, etc., soit tu fais ça avec des thérapeutes formés pour ça. Donc c'est pas encore le cas en France parce que c'est pas autorisé, mais on y vient. On y vient parce qu'il y a un vrai potentiel thérapeutique derrière ces substances-là qui est vraiment intéressant. Donc ça fait aussi partie du spectre des expériences où tu es au-delà du corps en quelque sorte. Voilà. Est-ce qu'à ta connaissance, il y a déjà eu des accidents, à savoir que les personnes n'arrivaient pas à réintégrer leur corps? Alors, j'imagine bien, en même temps, je me dis que si il y a un décès, ben, on ne peut plus lui demander. On ne peut Ouais. plus lui demander si effectivement c'était lié à une expérience hors du corps, mais ou alors des gens qui ont eu du mal, par exemple, à réintégrer leur corps physique. Tu as déjà entendu parler de ça? Ou c'est un mythe? Oui, C'est oui. Alors, il y a une part de mythe hein, parce que globalement, tu ne peux pas ne pas revenir, quoi. À un moment donné, si tu es en panique, tu vas finir par te réveiller. Tu vas finir par reprendre conscience et tu vas finir par te réveiller comme si tu te réveillais d'un cauchemar, finalement. Il y a des rares cas où les gens disent que, ils ont eu du mal à revenir parce ils étaient pris dans l'expérience. Et puis, comme tu n'as pas la même notion de temps dans cette expérience-là, parfois, il n'y a pas de notion de temps du tout, d'ailleurs. Ils peuvent avoir l'impression que ils sont coincés là pour l'éternité. Donc tu peux avoir des moments de panique où tu te dis bah, ça y est, c'est fini, je vais jamais pouvoir revenir, quoi. Mais globalement, je pense que c'est assez rare quand même. Et de toute façon, ça finit toujours bien, quoi. C'est-à-dire que on ne peut pas prendre ta place pendant que tu es sorti de ton corps. Ça, c'est un truc important à dire parce qu'il y avait aussi ce bruit qui circulait à un moment donné. Les gens disaient, mais je veux pas sortir de mon corps parce que je veux pas qu'une entité, un esprit vienne prendre la place dans mon corps. Alors,
Il était dit que ça pouvait arriver. Il y avait des témoignages aussi au Moyen Âge, etc. Mais tout ça, c'était un peu imprégné de croyances aussi religieuses et tout. Donc il y avait aussi cette idée de te dire, faut pas faire ça, c'est démoniaque. Tu sais, ça venait beaucoup de l'Église, hein, notamment, qui disait que ce genre de pratique était démoniaque. Donc peut-être que on faisait croire à des dangers qui finalement n'étaient pas réels pour ne pas que les gens se prêtent à ce genre de pratique, quoi. Mais non, j'ai pas connaissance de décès qui auraient pu avoir lieu comme ça ou de gens finalement qui seraient jamais complètement revenus. Alors il y a eu des gens qui ont fait des surdoses peut-être avec des psychédéliques, encore que c'est pas vraiment un problème de surdose parce que normalement il n'y a pas de possibilité d'overdose avec le psychédélique. Mais des gens qui ont fait des bad trips, oui, dans les années 60, les années hippies et tout ça, on en a eu des témoignages comme ça, évidemment, hein, des gens qui ont fait vraiment des bad trips et qui du coup se sont jamais complètement revenus, complètement redevenus eux-mêmes. Ça a pu exister, mais c'était un problème de contexte. Les psychédéliques doivent être pris dans un contexte sécurisant, bien particulier, où on parle de set and setting, c'est-à-dire c'est le cadre intérieur, l'état d'esprit dans lequel tu te trouves et dans lequel tu fais l'expérience, et puis le cadre extérieur, le fait d'être entouré, pas être seul, et puis d'être bien pris en charge, comme dans une cérémonie chamanique où le chaman est là pour te surveiller, pour te ramener, pour te guider, etc., etc. Donc, si le set and setting sont bien posés, il y a strictement aucun risque. Parfait. Bah, écoute, j'ai fait un petit peu le tour des questions. Jocelyn, est-ce que tu aurais des choses à rajouter? Alors, je sais bien que tu peux en parler des heures, hein, mais Hmm. j'aime bien faire des entretiens relativement courts, digestes. Oui, bah, je peux juste ajouter deux, trois mots sur ce que j'ai mis dans mon livre parce que moi, je me suis beaucoup intéressé aux traditions donc d'Inde et d'Asie, bouddhisme, hindouisme et taoïsme notamment, et en creusant un peu pour mon enquête, hein, ça fait 25 ans que je m'y intéresse à ce sujet-là, mais là, j'ai un peu creusé un peu plus l'aspect dans ces traditions-là. C'est intéressant de noter que pour eux, ce phénomène est réel. Dans ces traditions-là, on dit que c'est réel. Il y a effectivement la possibilité pour une part de l'esprit de sortir du corps. Alors, qu'est-ce qui sort du corps? On ne sait pas bien, mais en tout cas, il y a ces expériences-là qui sont décrites dans la pratique. Dans l'hindouisme, c'est lié à la pratique de la méditation, notamment. Dans le bouddhisme aussi, ça se rapproche de ça. En taoïsme, on parle d'alchimie interne. Mais tout ça, ce sont des démarches de développement spirituel. Et c'est-à-dire que l'expérience hors du corps, elle existe, mais elle ne doit pas être recherchée pour elle-même parce que c'est une espèce de distraction sur le vrai chemin qui est le chemin de l'éveil, hein. Dans cette tradition-là, tu sais qu'on vise l'éveil, la libération, etc. Donc, il n'est pas recommandé de faire ces expériences-là, mais il est dit dans les textes, etc., que ces expériences peuvent survenir effectivement parce que c'est une espèce d'effet secondaire de la démarche spirituelle. Et un autre aspect qui est marrant, c'est que pour eux, c'est pas tellement sortir de son corps, mais c'est en fait entrer plus profondément dans son être. Parce que l'être véritable, c'est la conscience, et la conscience, elle dépasse le corps de toute façon. Donc eux, ils voient pas ça comme tellement comme quelque chose qui consiste à sortir du corps, mais plus à pénétrer plus profondément dans son être, et en entrant plus profondément dans son être, et ben, tu explores d'autres dimensions, d'autres niveaux de réalité, parce que finalement, ces corps subtils qui sont imbriqués les uns dans les autres, on ne sait pas s'ils sont dans le corps physique ou ils sont au contraire au-delà du corps physique, comme des poupées russes, tu vois. La question n'a même plus de sens pour eux, intérieur, extérieur, c'est la même chose finalement. Donc ça, c'est assez intéressant parce que nous, occidentaux, on a tendance à le voir comme quelque chose de merveilleux, sortir du corps, etc. Alors qu'eux disent non, il faut pas sortir du corps, il faut rentrer dans son être pour devenir qui nous sommes vraiment, quoi, c'est-à-dire l'absolu, etc. Donc ça, je me suis bien amusé à creuser cet aspect-là. Voilà. D'accord, ouais, il est certain que nous, les Occidentaux, on est très cartésiens, donc toutes ces disciplines semblent, sont apparentées à de l'ésotérisme, alors qu'on est bien d'accord qu'il y a tout un tas de choses qui existent, qu'on n'arrive pas à Complètement, expliquer bien et sûr. qui sont pourtant là. Bien sûr, et puis nous, on cherche un peu le côté spectaculaire, magique des choses, alors que pour ces traditions-là, le magique fait complètement partie de l'ordinaire en quelque sorte, quoi, tu vois. Eh bien, merci beaucoup, Jocelyn. Merci à Merci, toi, Alex. merci pour avoir joué le jeu une nouvelle fois. Et puis, Avec je plaisir. souhaite beaucoup de succès à ton livre, qui est vraiment superbe, puisque je l'ai lu en grande partie. Il me reste juste quelques pages. Donc, bravo. Parfait. Merci beaucoup. Bravo. Et bah, je te dis à bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.